les victimes ont besoin d'une justice. Ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont posé des actes de rébellion doivent être jugés. Et donc, il faut un parquet spécifique pour poursuivre ces gens-là. Voilà là où je voulais en venir. Mais quand vous dites que c'est un droit d'être rebelle dans un État organisé, c'est très grave. C'est le droit de discuter autour de la rébellion. On ne va pas créer un parquet spécial pour ça. Mais en France, il y a un parquet antiterroriste. Oui, mais il y a un parquet antiterroriste. Oui, mais c'est le droit de discuter autour du terrorisme. Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité... Non, la rébellion, être rebelle, c'est un crime. C'est un crime de haute trahison. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'améliorer les systèmes juridiques existants? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais je suis là. Créer un parquet anti-rébellion, c'est pour améliorer également. C'est pour traquer ceux qui ont commis des crimes. Allez, vous terminer. Je voulais dire ceci. C'est pas pour faire la traque des gens comme ça. La diplomatie, il y a eu une action de la diplomatie. J'ai bien peur. Ça a été reconnu. Travail qui a été fait par la diaspora, et puis il y a eu une volonté politique de M. Tshisekedi. C'est reconnu au niveau international. Il faut passer à la seconde étape. Comme Mobutu l'avait dit, vous ne pouvez pas récupérer totalement ce que l'ennemi vous a pris par les armes avec la simple diplomatie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir Guy Mafimba. Bonsoir Karim. Bonsoir cher Armand. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Bonsoir Carline. Et bonsoir à Maître Ben Luther. Bonsoir Carline. Monsieur, on poursuit notre développement de cette actualité à l'est de la RDC avec un fait marquant. Je vous invite à regarder cette photo. Est-ce que la régie peut me mettre cette photo? Je vais expliquer pourquoi je l'ai choisie aujourd'hui. Parce qu'elle intervient, messieurs, dans un contexte... Bon, c'est une ancienne photo, mais c'est le thème de notre première partie, parce qu'il y a un rapprochement qui se fait désormais entre monsieur Kagame et Vladimir Poutine. Pourquoi? Vous avez vu que ce 19 décembre, les ministres des Affaires étrangères rwandais et russes se sont rencontrés au Caire. Officiellement, ils ont abordé les domaines clés pour le développement des relations traditionnellement amicales. Ils ont réaffirmé leur engagement mutuel afin de renforcer leur coordination au sein des Nations Unies. Guy Mafimba, comment interprétez-vous cette rencontre des deux chefs de la diplomatie russe et rwandais? Bon, oui, c'est un fait marquant parce que si vous avez constaté, depuis pas mal de temps, Paul Kagame ne s'est jamais intéressé, a eu un regard sur ce qui se formait au niveau du BRICS. Dans l'une des figures marquantes de BRICS, une alliance de sud global, comme on dit, l'une des puissances marquantes, c'est la Russie. Paul Kagame était souvent très distant. Bon. Là, il s'est retrouvé à cette réunion Russie-Afrique à travers un certain nombre de ministres des Affaires étrangères. Et moi aussi, j'ai été surpris de voir cette rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie et le ministre des Affaires étrangères. Je pense que cette photo elle est ancienne, elle date. Donc vous pouvez nous mettre la séquence de jeudi. Allez-y, mon doyen, pour pas qu'il y ait confusion. Je pense tout simplement... il faut avoir à l'esprit que, on le dit souvent, on a dit un peu plus depuis pas mal de temps, l'isolement diplomatique de Kagame est criard. Il a beau donner l'impression de son isolement est là, et comme tout stratège, parce qu'il faut le lui reconnaître, il veut redistribuer les cartes en essayant de trouver un contrepoids à la diplomatie, sinon aux États-Unis. Parce qu'il faut dire une chose, il y a 3 puissances impérialistes actuellement qui sont acteurs dans la crise à l'est de la RDC. Je dis bien puissance impérialiste. Toutes les puissances sont impérialistes par définition, j'ai souvent tendance à le dire. Mais souvent les gens confondent l'URSS et la Russie. Non. L'URSS, c'était une puissance dans le cadre de la guerre froide. Il s'alliait à un certain nombre de pays africains sur des questions doctrinales idéologiques. La gauche, l'émancipation des peuples africains. Mais aujourd'hui, la Russie, c'est une puissance impérialiste comme toutes les puissances. Maintenant, au cœur de la crise à l'Est, et je le dis souvent, la bataille du leadership mondial se joue là.
à travers les matières premières, à travers un certain nombre de potentiels à la fois minéral, énergétique et autres. Et isolé diplomatiquement avec la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi et ses différents ministres, ils pensent aller s'appuyer sur une autre puissance qui est la Russie. Mais je reviendrai sur les détails un peu plus tard. Mais je pense que c'est encore une erreur de Tshisekedi, parce que la Russie aura du mal... De Kagame, pas de Tshisekedi, Kagame. De Kagame. J'ai eu peur aussi. Passez-moi. Non, on a compris. On avait compris. Kagame, la Russie aura du mal à aller affronter les États-Unis sur ce terrain. Officiellement, vous pensez que le président Kagame acte sa défiance envers le président Trump et cherche à se rapprocher du Kremlin à travers cette rencontre? On ne va pas dire qu'il va commencer à se rapprocher, mais il est en train... Tu vois, c'est un stratège. Il teste. Comme il a testé à Uvira, là, il teste, est-ce qu'il y a possibilité de... Mais il y a encore un truc qu'il faut dire. Les troupes, les éléments de groupe Wagner se sont affrontés avec les éléments de Kagame en RCA. Les gens oubliaient que sur les questions minérales de gestion des mines du côté de la RCA, il y a eu les gars de Wagner qui se sont affrontés avec les gens de Kagame. Donc la Russie n'est pas aussi, comme on peut dire, pas aussi renseignée sur ça. Et je continue à penser que, je vais revenir sur les détails tout à l'heure, il ne peut pas, il vient de commettre encore une erreur en pensant que, en s'appuyant sur la Russie va aller, aller à l'encontre des États-Unis à l'Est, alors qu'en réalité, c'est la Chine qui est beaucoup plus présente là-bas. Mais la Chine, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, dernièrement, on a constaté que la Chine est en train de marcher sur les plates-bandes. Il ne veut pas trop s'avancer pour affronter les États-Unis là-dedans. Donc, il y a une redistribution des cartes, mais je pense que il aura du mal à convaincre la Russie d'aller l'appuyer sur à l'est de la RDC. En tout cas, c'est une véritable bataille de communication médiatique. Je précise que la première la première partie qui publie cette vidéo qu'on vient de voir, c'est la partie russe. Oui. Et quand on a fait cette émission, je pense la semaine dernière, Lucien vous avait dit, mais j'avais posé la question de savoir, mais sur quoi compte M. Kagame pour avoir de tels agissements? Vous avez dit, mais regardez, il y a sûrement des puissances derrière. Bien sûr. Tu pensais à vous, tout à fait, en voyant un peu ces images. C'est assez intéressant parce qu'il y a, moi je dirais, il y a une espèce de repositionnement stratégique du pouvoir stratégique de Kagame. Guy a mis l'accent sur le fait que Kagame est un peu isolé. Il ne s'agit pas d'affronter directement les États-Unis, mais il s'agit de construire d'autres formats de coopération et de cooptation. Alors, il faut savoir que toute l'aide militaire américaine allait vers Kagame, on est bien d'accord. Toute la coopération allait vers Kagame. Or, il se trouve que Kagame est pris, alors on peut le dire, dans un piège diplomatique. De temps en temps, Tshisekedi réussit, voyez. Donc, à l'enfermer dans une espèce de piège diplomatique, et il peut pas rester tout seul face aux États-Unis. Il est donc obligé de choisir, en effet, quelqu'un qui parle aux Américains, à savoir les Russes. Mais Guy aussi a mis l'accent sur les Chinois. Il faut savoir que la bataille, je dirais, politico-militaire, ça va se faire entre la Russie et les États-Unis, qui aidera le mieux Kagame, mais pas la Chine. La Chine est là pour faire du business. Ça, c'est une première chose. Les États-Unis aussi. Mais sauf que, en arrivant comme ils arrivent, les Russes, ils tendent à dire et envoyer un message très fort, il faudra compter aussi avec nous. Pour l'instant, il reste tapis, il reste caché, il n'apporte pas le soutien que Kagame attendrait, un soutien ferme et franc. Ils attendent de voir, mais il faut quand même savoir que s'ils sont là, il y a les mines, mais pas trop. Je penserais plutôt à des problématiques militaires, de positionnement militaire directement. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Les Américains regardent ça, mais ils vont pas se laisser faire. Regardez encore, je reviens sur ce qui a été dit dans le communiqué qui résume un peu qui relate un peu cette rencontre. On nous parle de coordination
renforcer la coordination au sein des Nations Unies. Pourquoi je mets l'accent dessus? Vous savez que le mandat de la MONUSCO a été prolongé. D'une année. Et sous impulsion américaine. Maître. Oui, Carlyle, très rapidement, je crois que je vais réagir sur ce point précis. Je vais peut-être commencer mon intervention en paraphrasant mon doyen Mafimba, qui a toujours l'habitude de dire que le curseur, en fait, géostratégique a quitté Kigali pour se positionner à Kinshasa. Et là, nous avons la preuve. Nous avons la preuve, le fait que le président Kagame se rapproche de la Russie signifie tout simplement qu'il a déjà constaté son échec sur le plan diplomatique. C'est très clair. C'est très clair. Et surtout, et c'est là que ça va contredire un peu ce que notre doyen Lucien a l'habitude de dire, que la diplomatie américaine est une diplomatie à double jeu. Vous voyez, c'est-à-dire que les États-Unis ont donné à la fois les garanties à Kinshasa et les garanties à Kigali. Or là, on se rend bien évidemment compte que si le président Kagame avait des garanties des États-Unis, il ne se serait pas allé en Russie pour chercher d'autres appuis. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est quoi? Et il suffit, là encore, de voir le congrès du FPR qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Il faut voir le temps avec lequel le président Kagame a parlé, ce qu'il a demandé à ses ministres, ce qu'il a demandé aux Rwandais. On avait l'impression que le Rwanda allait peut-être du jour au lendemain être envahi, vous voyez. Donc, je pense qu'il y prend garde. Il sait qu'il a déjà constaté son échec, donc il faut se retourner vers une grande puissance pour avoir le contrepoids vis-à-vis des États-Unis. Et là, comme vous le savez très bien, que les Russes, au sein du Conseil de sécurité, disposent donc d'un droit de veto, un droit de veto. Bon, le mandat a été prolongé de la MONUSCO a été prolongé d'une année. Bon, une année, peut-être le président Kagame va vouloir là utiliser la Russie, peut-être que d'ici un an, pour que si jamais il y a encore une autre proposition de prolongation du mandat de la MONUSCO, à ce moment-là, peut-être la Russie pourra mettre son droit de veto, puisqu'au Conseil, ou même avant, ou même sur d'autres résolutions du Conseil de sécurité, parce que même avant la prolongation du mandat de la MONUSCO, les États-Unis avaient demandé l'adoption d'une nouvelle résolution pour pouvoir permettre donc à la RDC de quasiment se défendre. Mais encore, il faut rappeler, et c'est là qu'on peut encore constater l'échec cuisant du président Kagame, que il va en Russie, d'accord, rencontrer les Russes pour demander peut-être un appui militaire, on ne sait pas quoi. Entre-temps, au Conseil de sécurité, on a suivi la déclaration de la Russie qui appelle au respect stricto sensu de l'accord de Washington. Oui, de l'accord de Washington. Donc, à mon sens, je ne sais pas si cette rencontre-là va payer. Honnêtement, je ne sais pas si ça va payer. Mais pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que le président Kagame a déjà constaté son échec. Vous croyez les Russes, vraiment? Vous n'avez pas l'impression que les Russes sont dans un double langage aussi? Comme les Américains, à mon avis. Moi, je pense que les Russes aujourd'hui n'ont rien à gagner. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je le dis, sur X, le premier à communiquer, ce sont les Russes. C'est le ministre des Affaires étrangères russe qui publie. Carlyle. Donc, et je pense que Doyen aussi a parlé tout à l'heure du fait que, chacun cherche aussi à avoir sa petite part. Ça, c'est une évidence. Dans cette évidence. Mais si je vais juste terminer rapidement, aujourd'hui, la RDC a beaucoup à proposer aux grandes puissances. D'accord, a beaucoup à proposer aux grandes puissances. Le Rwanda va proposer quoi aux Russes en termes de richesse? Je crois que c'est politique. Oui, ce que je voulais faire remarquer, donc nous sommes dans une période d'une nouvelle reconfiguration mondiale qui est brutale et désordonnée, parce que le nouvel ordre mondial, c'est un nouveau désordre qui arrive, et la Russie aussi, en tant que puissance, s'affirme dans la nouvelle reconfiguration du monde pour dire la Russie est de retour.
Donc la Russie est une puissance qui compte au même titre que les États-Unis, la Chine et les autres. Ça, c'est la première des choses. Mais en ce qui concerne le Rwanda, il faudrait que nous puissions faire une lecture historique. Toutes les résolutions des Nations Unies, depuis les Nations Unies avaient promulgué le rapport mapping, où étaient listés les crimes qui ont été commis sur les territoires, qui impliquaient le Rwanda, les autorités rwandaises, ougandaises et les autres, chaque fois qu'il y avait une résolution pour condamner fermement le Rwanda, c'était soit les États-Unis d'Amérique, soit le Royaume-Uni, à l'époque, qui s'opposait à toute condamnation directe du Rwanda. C'était ça l'histoire des Nations Unies. Et quand on prend la résolution 2773, ça a été un changement total dans le jeu des acteurs au niveau des Nations Unies. Parce que pour une première fois, les États-Unis, le Royaume-Uni et tout le Conseil de sécurité réuni, ils acceptent une résolution où on condamne fermement le Rwanda et on demande au Rwanda de quitter le sol congolais. Avant, c'était toujours toutes les résolutions qui demandaient ouvertement. Il y avait soit les États-Unis qui mettaient, ou soit s'abstenaient, ou mettaient, il y avait un veto qui empêchait. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, depuis la résolution 2273, le Rwanda n'a plus d'odeur de sainteté. Donc le Rwanda a compris que ceux qui m'appuyaient ne vont plus continuer de m'appuyer. Donc l'histoire a changé. Et donc cet rapprochement avec le Russe, moi je pense aussi, ça peut être aussi une tentative, pas de la part de la Russie, de la part peut-être du Rwanda, de dire, est-ce que hier il y avait des gens qui pouvaient bloquer toutes les résolutions qui nous condamnaient fermement? Est-ce comme la Russie, avec le droit de veto, est membre des Nations Unies, est-ce que se rapprocher, la Russie ne pourra pas être sorte de soupape de sécurité quand vraiment on veut couler le bateau Rwanda, que la Russie pourrait... D'où l'expression renforcer leur coordination au sein des Nations Unies. Voilà. C'est-à-dire, on s'appelle pour dire, vous votez qui, vous votez comment. Voilà. Alors c'est pour dire quoi? Mais connaissant la Russie, la philosophie russe, je pense que ce sera difficile pour que la Russie puisse vraiment, de manière ouverte, puisse appuyer le Rwanda avec tout ce qui est... C'était un allié vraiment de la Libye, mais à un moment donné, la Russie a fini par voter la résolution. Trois éléments que je voulais apporter sur cette tentative de rapprochement. C'est pas encore une tentative de rapprochement. Une tentative, première chose, l'ennemi ou l'adversaire systémique des États-Unis à l'Est, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Oui. Première chose. Or, le comportement de la Russie a ses zones d'influence, notamment en Europe. Ils ont des points de convergence avec Trump, c'est de casser l'OTAN à rigueur. Le monde international est vicieux. Aujourd'hui, pour Trump, qui était les États-Unis, qui était le parapluie au niveau de l'Europe avec l'OTAN, pour Trump, ce n'est plus mon problème, c'est America First. Et ça rassure qui? Ça rassure Poutine. Ce qui fait que, pour Poutine, tant qu'il ne va pas emmerder les États-Unis et que les États-Unis vont laisser Poutine à désagréger l'OTAN dans sa configuration actuelle, c'est tant mieux. Et le cynisme, ils poussent le cynisme, la Russie. Lorsque Israël attaque l'Iran, pourtant, l'allié de l'Iran, c'est la Russie. Ils ont fermé les yeux quasiment. Qui envoyait les drones à la Russie? Qui était le pourvoyeur des drones à la Russie au regard de la guerre avec l'Ukraine? C'est bien l'Iran. Mais la Russie, même pas une résolution au niveau du Conseil de sécurité. Ils n'ont pas osé. Aujourd'hui, le Venezuela est presque en train d'être dans une espèce de blocus. La Russie ne bouge pas. Alors que c'est l'allié de la Russie. Donc, raison pour laquelle je dis, je pense que c'est une erreur de Kagame, de Paul Kagame, de penser un seul instant que la Russie va s'atteler à cela. Et maintenant, en termes de Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que tu dis, Karine, est intéressant. N'oublions pas, dès janvier, la deuxième vice-présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça sera la RDC qui va prendre la vice-présidence.
Donc, l'ordre du jour, ils auront un mot à dire. Encore une victoire des séquedistes qu'il faut reconnaître. Ils ont réussi à installer la deuxième présidence au bon moment. Au bon moment. Et